Je vous accueille donc au nom de la représentation de la Commission européenne en France et je salue Monsieur Wolfgang Burtscher, qui est directeur général de la Direction générale Agriculture et Développement rural de la Commission européenne. Bonjour Monsieur Burtscher. Monsieur Jérémy de Serle, qui est député européen du groupe Renew Europe et membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen, que j'avais eu l'occasion de rencontrer au Salon de l'agriculture d'ailleurs cette année. Et nous avons décidé en fait, en quelque sorte, de géolocaliser ces événements en ligne pour qu'il y ait également une dimension locale, territoriale et un peu concrète. Et c'est la raison pour laquelle nous avons établi un partenariat avec le Centre d'information Europe Direct de Prades, petite ville des Pyrénées-Orientales qui est devenue célèbre il y a quelques jours, et sa sympathique animatrice Claire Sarda-Vergues qui va donc piloter cet exercice et poser vos questions aux deux invités de marque qui sont là, donc Monsieur Wolfgang Burtscher et Monsieur Jérémy de Serle. Claire, à toi la parole. Merci beaucoup Baudouin pour ces propos introductifs et cet accueil. En effet, je suis responsable du Centre d'information Europe Direct Pyrénées, membre de ce réseau d'information qui sert de décodeur entre le niveau local et régional et le niveau européen pour informer les citoyens de tous âges, mais aussi sur des questions plus techniques, échanger avec les parties prenantes sur l'avenir de la PAC, l'avenir de la politique régionale. C'est ce que nous faisons d'ailleurs au sein d'un groupe de travail qui s'appelle Europe et Développement Territorial, pour lequel nous essayons de travailler de faire de la veille informative et des outils pour informer et échanger avec les citoyens et acteurs de ces politiques qui ont un impact fort sur les territoires. Donc, Baudouin Baudru a présenté rapidement nos deux intervenants. Wolfgang Burtscher, qui est le nouveau, depuis le mois d'avril, directeur général de la DG Agri, après 11 ans passés à la direction recherche et innovation, et Jérémy de Serle, donc éleveur bovin en Saône-et-Loire, qui a été président des jeunes agriculteurs de 2016 à 2019, avant de devenir député européen du groupe Renew en mai 2019. Donc, nous avons déjà recueilli un certain nombre de questions que je vais poser à nos deux intervenants. N'hésitez pas, via le Facebook Live aussi, à poser vos questions. Nous essaierons, dans la mesure du possible, même si en 1 heure, ça va être court, nous essaierons de les relayer. Et nous allons tout de suite démarrer, si vous le voulez bien, peut-être avec des propos introductifs. La Commission européenne avait proposé il y a 2 ans ses propositions de réforme de la PAC pour la génération 21-27. Suite aux élections européennes et à la nouvelle Commission présidée par Ursula von der Leyen, de nouvelles priorités ont été présentées, dont celle du Green Deal ou Pacte vert pour l'Europe. Alors, de manière concrète, les stratégies de la ferme à la table ou de la biodiversité ont été présentées fin mai, ainsi qu'un budget révisé aussi du fait du plan de relance et des conséquences de la crise Covid. Alors, comment concilier tout ça et comment la nouvelle PAC, y compris dans sa dimension budgétaire, permet-elle ou pourra-t-elle répondre aux ambitions du Pacte vert? Wolfgang, monsieur le directeur, je vous laisse la parole. Bon après-midi à toutes et à tous. Je suis très content d'avoir cette possibilité de partager avec vous nos propositions pour l'avenir de la PAC. Les derniers mois étaient très difficiles pour les agriculteurs et ils continuent d'être difficiles. Et je voudrais vous tous remercier pour vos efforts pour l'agriculture en Europe, parce que cette crise a montré également l'importance de la sécurité alimentaire pour notre continent.
En ce qui concerne votre question, rappelons-nous que la proposition de la Commission de 2018, elle avait 9 objectifs. Et parmi les 9 objectifs, il y avait déjà trois objectifs qui se référaient à quelque chose qui est maintenant adressé dans le pacte vert. C'était que la PAC doit contribuer à l'amélioration de l'environnement, doit mettre un halt à la perte de la biodiversité, mais doit aussi adresser les soucis relatifs au climat. Ainsi, les sujets étaient déjà adressés dans le pacte vert. Maintenant, la question que vous posez, quel est le potentiel de cette réforme, de cette proposition de réforme à remplir les objectifs du pacte vert? Alors, il y a plusieurs conditions qui doivent être rencontrées. Tout d'abord, comme vous avez dit, il faut avoir un budget approprié pour la PAC. Je crois que la Commission, avec sa proposition d'un mois, de revoir le budget communautaire en hausse, et en particulier pour le développement rural d'autour de 16 milliards, mais aussi pour le premier pilier de 5 milliards, ça reflète cette nécessité qu'il faut avoir un cadre budgétaire approprié pour délivrer les objectifs du pacte vert. Sur le contenu, la proposition de la Commission pour la réforme agricole, elle contient des éléments qui sont très importants pour le pacte vert. Tout d'abord, si vous regardez dans le premier pilier, il y a l'exigence que la conditionnalité, les critères pour la conditionnalité, qui est la condition pour le paiement direct, sont renforcés. Et aussi, dans le premier pilier, on a introduit les eco-schemes. Dans le deuxième pilier, vous connaissez tous déjà les instruments qui sont importants pour le greening, pour rendre la PAC plus écologique. C'est l'organic farming, c'est les commitments environnementaux. Ainsi, il est important que tous ces éléments clés de la réforme sont maintenus. Il y a un débat maintenant au niveau des États membres, au niveau du Parlement européen, où certains de ces critères sont mis en question, mais si on veut délivrer sur le Green Deal, il faut les respecter. Si vous regardez le Green Deal et la communication sur de la ferme à la table, quels sont les grands éléments qui sont importants pour les agriculteurs? C'est tout d'abord contribuer à la biodiversité, c'est de réduire les pesticides et les engrais, c'est augmenter l'agriculture organique et c'est également réduire les antibiotiques. Et comment on traduit ça en politique agricole dans la réforme? Les éléments que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la conditionnalité, les eco-schemes, les agro-environmental commitments et le organic farming, tous ces instruments qui sont prévus dans la PAC réformée permettent effectivement d'adresser les soucis, les targets, les objectifs, comme ils sont expliqués dans les deux stratégies. Alors maintenant, il est vrai aussi qu'il y a un souci parmi les agriculteurs sur le niveau des efforts à faire. La réduction des pesticides à 50%, la réduction des engrais de 20% pour qu'il n'y ait plus de leakages, tous ces éléments. Il faut se tenir compte que la Commission considère ça comme des valeurs qui s'appliquent au niveau communautaire. Et dans le contexte de la mise en œuvre de ces stratégies qui se reflètent à la fin dans le plan stratégique national, vous savez bien, maintenant les négociations sur la politique réformée agricole ont lieu au niveau du Conseil et du Parlement européen. Et une fois la décision est prise, les États membres doivent soumettre à la Commission pour approbation le plan national stratégique où tous les éléments de la politique agricole d'un État membre, soit du premier pilier, soit du deuxième pilier,
doivent être intégrés. Et dans ce contexte, la Commission va évidemment aussi regarder si ces objectifs sont adressés dans le plan national. Mais ça ne veut pas dire que chaque agriculteur est forcé de réduire ses pesticides de 50%. Tous ces targets, c'est des objectifs sur le plan communautaire. Et les deux textes, la biodiversité et la Farm to Fork, expliquent bien que la Commission, quand elle va obtenir le plan national stratégique pour approbation, elle va bien regarder, tenir compte des différences entre les États membres. Il y a déjà des États membres qui ont beaucoup de organic farming, de agriculture biologique, tandis que d'autres ont beaucoup moins. Et dans tous ces objectifs, évidemment, on va tenir compte de la situation dans les différents États membres. À cette fin aussi, et je termine là-dessus, la Commission a l'intention de soumettre à l'attention des États membres vers la fin de l'année des recommandations, surtout sur les questions qui sont relatives au pacte vert, pour que les États membres ont aussi une indication de notre côté où on attend qu'ils s'améliorent, tenu compte des faiblesses et des forces des différents États membres. Alors, en bref, moi, je pense que le cadre politique, comme il est dessiné maintenant dans la réforme de PAC, permet effectivement de tenir compte de ces objectifs de la Farm to Fork et du biodiversité. Et d'ailleurs, je crois qu'il est très important à noter que beaucoup des agriculteurs déjà sont en conformité, en ligne avec ces objectifs, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une compréhension assez large dans le secteur agricole que si on veut avoir la sécurité alimentaire pour notre continent, il est tout d'abord important qu'on se batte contre le changement climatique, qu'on garde nos ressources propres. Ça, c'est une condition décisive pour qu'on ait de l'agriculture en Europe, et je crois ceci est bien noté. Merci. On vous entend pas, Madame Bergès. Merci beaucoup et je vois que nous sommes déjà bien suivis sur Facebook, puisqu'il y a plus de 110 personnes qui regardent notre webinaire. Donc, alors, je vais demander à Monsieur le député européen de réagir pour voir s'il partage le point de vue de Monsieur le directeur. Et il y a déjà deux questions qui peuvent être complémentaires qui arrivent sur Facebook. C'est justement les différences de niveau entre les différents États membres, que ce soit en matière d'agriculture biologique ou en matière de développement rural. Comment concilier le maintien d'une politique aussi agricole commune avec ces plans stratégiques nationaux? Parce c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de la nouvelle gouvernance de la PAC. Monsieur le député. Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le directeur général, et merci pour vos propos. Merci aussi à la représentation de la Commission européenne en France d'organiser ce débat. Je pense que c'est important aujourd'hui pour les raisons qu'a évoquées monsieur le directeur général, qu'on puisse aussi évoquer le sujet, les questions agricoles et donc les questions alimentaires, qui pendant cette crise ont quand même été souvent évoquées. Moi, je crois qu'il faut déjà qu'on reparte d'un constat un peu réaliste. Nous avons la chance en Europe d'avoir une agriculture qui est en avance sur les questions de bien-être animal, qui est en avance sur les questions écologiques et environnementales, et qui a su aussi quand même le prouver pendant cette crise en tenant bon
et en résistant face à de nombreuses inquiétudes, notamment quant à l'approvisionnement de tous les concitoyens. Donc partons déjà de là et soyons déjà fiers aussi du travail accompli. Et ça, c'est aussi dû à une politique agricole commune qu'est-ce qu'elle est, mais qui doit effectivement sans doute évoluer, mais qui a aussi permis à son agriculture de tenir. Donc déjà, partons d'un constat, encore une fois, le plus réaliste possible et essayons de ne pas trop critiquer l'existant. Ça nous aide pas forcément à construire le futur. Donc voilà, je voulais redire ça. Et je pense que si je réagis aux propos du directeur général, c'est plutôt des compléments que je vais essayer d'apporter. Son analyse et ses prévisions et ce qu'il nous a évoqué me semble plutôt pour l'instant cohérent, en tout cas avec ce qu'on vit ici au Parlement. Par contre, je crois que pour atteindre les objectifs que nous nous fixons en matière d'environnement, d'écologie et de lutte contre le changement climatique, nous ne devons jamais perdre de vue les objectifs économiques et sociaux des secteurs qui seront impactés pour justement atteindre les choix ou les ambitions environnementales que l'on se donne. Donc voilà, je pense que même si le secteur agricole a tenu, il n'en est pas moins toujours durement touché et a quand même des difficultés économiques qui sont réelles. Donc voilà, ayons vraiment ça en tête et notre capacité à équilibrer les objectifs économiques et les objectifs environnementaux sera déterminante. Bien sûr, pour que la politique agricole commune soit efficace, il faut qu'on se donne des moyens financiers, ça a été évoqué. On peut pas vouloir voilà d'un Green Deal extrêmement ambitieux ou d'une stratégie biodiversité ou Farm to Fork extrêmement ambitieuse et baisser le budget de la politique agricole commune. Ça ne va pas ensemble, ça fonctionnera pas. Donc on doit garder vraiment une ambition élevée pour garder un budget pour justement sans doute la faire évoluer, cette politique agricole commune, faire évoluer notre agriculture. On doit garder un budget solide. Et puis bien sûr, si on veut que cette PAC soit aussi efficace, il faut retrouver des nouvelles mesures un peu plus adaptées au contexte, un peu plus adaptées aux besoins des agriculteurs, qui redonnent un peu de l'attractivité à ce secteur et qui, derrière ces mesures, on doit retrouver de la simplicité, de la simplification aussi, ça fait partie des mots aussi qui vont bien dans la commission, et puis voilà, des mesures qui soient susceptibles d'embarquer un maximum de producteurs. Voilà ce qui me semble déjà important. Et pour que, encore une fois, tout ça soit bien construit, il faut que la profession soit impliquée au maximum, à tous les niveaux, dans tous les États membres, pour qu'on puisse, vous l'avez dit, garder une politique agricole qui soit vraiment commune et qui au moins ait des objectifs et un cap et une direction un peu plus claire. Je pense que c'est ce qui manque à la PAC. C'est ce qui manque aujourd'hui à la PAC, c'est une direction et quelque chose d'un peu plus clair qui tourne autour justement du revenu des agriculteurs, de la transition agroécologique et puis aussi de la protection de notre agriculture. Je ne parle pas de protectionnisme forcément, je parle de protection de nos agriculteurs et de notre agriculture face aussi à une agriculture ou à une alimentation qu'on veut peut-être moins. Alors pour ça, il faudra que le Conseil soit aussi, voilà, c'est un peu dans son camp aujourd'hui, la balle est un peu dans son camp et il faut qu'il nous redonne les moyens budgétaires aussi pour atteindre tout ce qu'on souhaite. Il faudra un cadre, voilà, un cadre financier complet et vraiment ambitieux aussi. Et puis après, les mesures, on a déjà quelques idées, elles ont été évoquées par le directeur général, autour des éco-schemes, avec finalement une rémunération un peu plus en adéquation avec de nouvelles pratiques, une récompense pour les paysans, pour les agricultrices et les agriculteurs de cette Europe,
Il y a plein de choses à imaginer autour justement des objectifs, notamment du Green Deal, autour du stockage du carbone. On sait que nos élevages en Europe sont aussi, par leur parcellaire, des puits de carbone. Nous devons aussi nous appuyer sur ces choses-là. Il faut aussi que nous traitions l'accompagnement pur et dur des exploitations agricoles et qu'on traite et qu'on parle de manière un peu plus franche aussi de la question de l'actif agricole, comment on accompagne un peu mieux les hommes et les femmes plutôt que les hectares. Donc on pourra en rediscuter aussi tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il faut renforcer aussi tous les outils en matière d'organisation de l'offre et donc toutes les règles de commercialisation autour de l'organisation commune de marché doivent aussi être repensées pour que la valeur ajoutée revienne dans les cours de ferme. Voilà ce que je voulais dire un petit peu en introduction pour compléter les propos aussi de Monsieur le Directeur Général. Merci. Merci beaucoup, Jérémy de Serles. Alors, on va en effet parler de comment concilier durabilité environnementale et durabilité économique. Mais avant, j'ai alors deux petites questions techniques qui nous sont arrivées sur Facebook. Je ne sais pas si où en sont les débats, l'un ou l'autre peut répondre sur le budget réservé aux ESCO-SCIM. Est-ce que il y a une discussion pour savoir d'abord s'il sera obligatoire, quel niveau d'enveloppe budgétaire va être réservé à ce nouveau dispositif, et ensuite une question pour savoir quelle va être l'année de référence pour la mise en place des réductions, je pense, de pesticides. C'est une question d'Hélène Carton. Voilà. Alors, l'un ou l'autre qui... Je peux donner où on en est au Parlement, mais malheureusement, on ne pourra pas donner une réponse très très claire là-dessus. Ce serait un peu risqué. Je pense que sur ces sujets-là, il y a des débats aujourd'hui au Parlement pour voir comment justement on donne une part équilibrée aux mesures environnementales et dans cette part équilibrée, bien sûr, on juge aussi la capacité justement des entreprises et des agriculteurs à pouvoir respecter ces nouvelles donnes. Et là, bah, aujourd'hui au Parlement, on est en discussion entre la commission agriculture et la commission environnement pour choisir voilà les différents équilibres. Il n'y a pas de chiffres définitifs aujourd'hui. Ils arriveront sans doute au Parlement avant la fin d'année, mais en sachant qu'après il y aura encore des négociations entre la Commission, le Parlement et puis le Conseil. Donc je pense pas qu'on puisse répondre voilà à cette question, mais il y a forcément des ambitions fortes derrière le Green Deal, derrière Farm to Fork. Encore une fois, le bon chiffre arrivera quand on aura trouvé le bon équilibre entre l'économique et l'écologique. Merci de mon côté. Effectivement, sur les éco-schemes, la proposition de la Commission prévoit que c'est obligatoire pour les États membres d'offrir des éco-schemes. Le débat qu'il est maintenant au niveau du Parlement et du Conseil, c'est que si le co-législateur, c'est-à-dire les États membres et le Parlement, veulent attacher un budget particulier à ces mesures relatives aux éco-schemes. Et ça, c'est quelque chose où la Commission sera très favorable si les co-législateurs développent la proposition de la Commission dans ce sens. Sur les années de référence et les baselines pour les différentes targets, soit pesticides, soit biodiversité, soit les engrais, effectivement, c'est une question clé. Il y a plusieurs choses qu'il faut tenir compte dans ce contexte, parce qu'évidemment, et là je reviens sur la question qu'il faut prendre en considération les situations différentes dans les États membres. Il y a des États membres qui, pendant les dernières années, ont fait beaucoup d'efforts relatifs à des indicateurs, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Et évidemment, ces avancées qui étaient faites déjà par certains États membres, évidemment, il faut les tenir aussi compte
dans la définition de ce qu'il faut encore faire dans les domaines que vous avez cités. On ne vous entend pas, Claire. Nous avions eu 2 questions avant ce webinaire. Aurélie Catalio, coordinatrice de la plateforme pour une autre PAC, vous avez interrogé: est-il possible d'atteindre des objectifs de protection de l'environnement et du revenu des paysans dans la prochaine PAC, comme le prévoit le Pacte vert, tout en maintenant les aides de base à la surface, paiement découplé, comme outil principal? Et sa question rejoint aussi une de Philippe Lousseau, directeur adjoint de la FDSEA de la Sarthe. La PAC n'est pas un outil qui contribue aux revenus des agriculteurs européens, puisqu'en France, un agriculteur sur 3 ne vit pas dignement de son métier. Quelle vision peut-on avoir de l'agriculture demain? Monsieur le directeur, je vous laisse démarrer. Merci. Pour la première question qui était sur la nature des paiements directs. Moi, je trouve que c'est une question très importante. L'équité des paiements directs. Et comme vous savez, la Commission a proposé à faire face aux reproches que 80% des fonds sont distribués aux 20% des agriculteurs. En fait. Comment? On a proposé de nouveau le plafonnement des aides à 100 000 euros et de 60 000 jusqu'à 100 000 une décrease du subvention. Espérons que cette proposition va devenir loi. En tout cas, ça, c'est la position de la Commission européenne. Et en plus, il est aussi proposé que ces aides directes peuvent être distribuées d'une façon plus favorable aux petits agriculteurs et aussi aux agriculteurs dans des zones difficiles. C'est-à-dire, il y a tout d'abord déjà un effort de distribuer plus équitablement les paiements directs. Après, et je sais que c'est un souci de beaucoup de gens, comment faire que le paiement direct délivre déjà des biens publics, en fait? Comment elle contribue aux biens publics? Et je sais qu'il y a des avis différents là-dessus. Mais très franchement, on a quand même vu maintenant dans la crise où tout le monde s'attend à la sécurité alimentaire, comme c'est important que chaque agriculteur a un revenu, je ne dirais pas minimal, mais un revenu grâce au paiement direct. Ça donne quand même une assurance que l'agriculture en Europe a lieu dans toutes les zones rurales. Et déjà, ainsi, je trouve que le paiement direct sert à un bien public parce qu'il s'assure qu'il y a de l'agriculture en Europe, dans toutes les zones rurales. Et en plus, ces paiements directs sont quand même liés au respect de certaines conditions, qualité de l'eau, qualité de plusieurs conditions, santé animale et tout ça. Et on va les renforcer encore. Alors ainsi, je pense vraiment que le paiement direct, déjà, servent à un fin de bien public. Je sais que ce n'est pas partagé parce qu'il y en a d'autres qui pensent bien public, c'est seulement quand il y a les aspects environnementaux. Moi, personnellement, je pense, si aussi on regarde le traité, et M. de Serre a très correctement fait référence au fait que nous, on ne parle pas seulement de la sustainability, comment on dit en français, je ne sais plus maintenant, c'est pas seulement écologique, mais aussi économique et social en fait. Hein, et ça, c'est notre tâche. Et deuxièmement, est-ce qu'on paye suffisamment ou pas pour l'agriculture européenne? Et là aussi, je pense toujours, c'est une question, est-ce que le verre est moitié plein ou est-ce qu'il est moitié vide? Les chiffres sont pour la France qu'actuellement, une ferme française en moyenne touche 20 000
28 000 euros par année, en moyenne. Et ça correspond à 77% des revenus nets d'une moyenne en France. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Mais effectivement, il faut quand même pas ignorer que la PAC, comme M. Dussart l'a dit, grâce aussi au paiement direct, il y a quand même un security net que d'autres domaines n'ont pas nécessairement. Alors, je vais laisser Jérémy De Serle répondre. Les moyennes, en effet, aussi couvrent des disparités entre États membres, entre agriculteurs, etc. Il y a un problème aussi d'accélération peut-être de la convergence entre les types d'exploitation et de poursuite de la redistribution, notamment pour les petites exploitations ou pour des filières qui sont très consommatrices de main-d'œuvre, plus de main-d'œuvre que de surface, et ont du mal à dégager un revenu. Jérémy De Serle. Alors moi, pour répondre à la question, je pense qu'il faudra bien un jour que la PAC prenne ses distances avec une approche finalement uniquement basée sur les hectares. Et je pense que ça, voilà, avec ça, on montre aussi clairement des limites. Donc je pense qu'il faut avoir une approche un peu différente et que la question de l'actif agricole, ça surprendra pas grand monde dans ceux qui me connaissent que j'évoque ce sujet-là, est une question que l'on doit vraiment mettre sur la table, et c'est déjà un peu le cas. La PAC sur laquelle nous discutons aujourd'hui, cette réforme crée un certain nombre d'ouvertures qui nous permettent de discuter de ce sujet-là. Je pense qu'il faut déjà qu'on définisse clairement les actifs agricoles, et ça, la prochaine PAC va nous le permettre, et qu'on puisse commencer à cibler aussi les bénéficiaires légitimes. Aujourd'hui, c'est pas normal que un certain nombre de personnalités qui n'exercent pas la profession agricole bénéficient d'aide de la PAC. Voilà, ils peuvent avoir des terrains, ils peuvent contribuer aussi à cultiver un nombre d'hectares, mais ce n'est pas normal qu'ils bénéficient d'aide de la PAC. C'est pas pour aller chercher des sous que je dis ça, c'est plutôt pour que la PAC retrouve aussi un peu de sens. Les aides de la politique agricole commune doivent aller à des gens qui sont agriculteurs, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura cette définition, on pourra aussi commencer justement à distribuer ces aides en servant aussi de cette définition. Par plusieurs moyens qui existent déjà aujourd'hui, par plusieurs mesures, autour par exemple du paiement redistributif qui existe dans le premier pilier de la PAC, d'un paiement jeune aussi qui existe dans le premier pilier de la PAC, et puis pourquoi pas dans certaines mesures agro-environnementales où on pourrait aussi définir ça en fonction de l'actif agricole. Voilà, je pense que ça déjà ce serait un grand pas. Mais encore une fois, les exploitations agricoles, quelles qu'elles soient, elles ne pourraient pas supporter un virage à 180 degrés demain matin. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit être progressif. Moi, je ne dis pas que l'existant est complètement nul. Je pense qu'il a ses limites et que là, on est en train de les atteindre et qu'il faut donc réfléchir activement à quelque chose pour modifier. Mais pour modifier les choses, encore une fois, progressivement, pour pas mettre à mal encore plus un certain nombre de situations agricoles compliquées. Et je pense que sur ce sujet-là, si on l'anticipe, eh bien, on n'a pas de raison de se faire peur. Souvent, moi, on me rapporte. Bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de Français autour des ordinateurs. Souvent, on me dit, mais si on met une politique d'aide basée sur les actifs, sur les hommes et les femmes, l'argent de la PAC retournera dans les États où il y a le plus d'agriculteurs. Je pense que voilà, il y a quand même un certain nombre de pays qui
beaucoup à y perdre si on met des mesures qui entraînent ce phénomène-là. Donc on va bien sûr réfléchir avec la Commission et avec le Conseil et entre parlementaires qui connaissent un peu le dossier à mettre des mesures en place qui ne créent pas ce phénomène-là. Voilà, donc ça je pense qu'il faut aussi se baser là-dessus en ayant comme objectif d'arrêter de perdre des agriculteurs. Si on veut garder notre avance sur le bien-être animal, sur notre avance sur les questions environnementales et écologiques, si on veut garder la diversité de production, il faut qu'on garde des hommes et des femmes. Donc il faut qu'on rémunère le travail des hommes et des femmes. Voilà le message que je veux passer. Et on a parlé de la taille des exploitations. On dit il faut peut-être aider les petites fermes ou un peu plus les petites fermes. Moi, je crois encore une fois que c'est pas que la superficie ou la surface des exploitations que l'on doit calculer. Encore une fois, c'est le nombre d'actifs, le nombre de personnes que ça fait vivre qui me semble important. Il peut y avoir une grande ferme, s'il y a 10 personnes qui travaillent dessus, et ben par actif, ça me paraît pas forcément déconnant d'avoir aussi un accompagnement financier qui soit calibré en fonction du nombre d'hommes et de femmes que cette exploitation fait vivre. Et ça, je pense que c'est le nombre d'actifs, le nombre de paysans, c'est un objectif politique assez sensé et qui permettrait à la politique agricole justement aussi d'avoir un peu plus de sens tout simplement et de stratégie. Et par rapport à la question de Philippe Loussotte, moi, je crois pas que la politique agricole commune doit continuer de constituer le revenu des agriculteurs. La politique agricole commune, elle doit permettre que ce revenu existe. C'est tout. Et donc, à nous de trouver, encore une fois, et d'être un peu innovant aussi, de trouver les bons outils en matière, par exemple, de gestion des risques. Je pense qu'il y a des zones, notamment dans les zones intermédiaires, où il y a des politiques autour de la gestion des risques qui devraient être un peu plus attractives pour ces zones-là, pour justement pallier au manque ou au potentiel agronomique, par exemple, qui est moins bon, ou au potentiel économique aussi, qui est moins bon parce qu'il y a moins d'outils économiques dans certaines zones. On doit trouver, en matière de gestion des risques aussi, un certain nombre d'outils pour rendre ça plus résilient. Et monsieur le directeur ne me contredira pas, mais il y a aussi des outils dans la PAC qui nous permettront ça. Et au Parlement européen, on est en train de rediscuter dans le rapport législatif autour des plans stratégiques, justement, de ces outils-là. Donc voilà, et puis continuer aussi au travers de l'organisation commune de marché à créer et à retrouver de la valeur ajoutée pour l'ensemble des exploitations agricoles. Très bien. Alors, nous allons passer à une autre question qui a été aussi posée par Philippe Loussotte en amont du webinaire, mais qui rejoint des questions qui nous arrivent sur Facebook et qui ne vous étonneront pas, qui sont liées aux échanges commerciaux, aux accords internationaux qui sont passés. Donc Philippe Loussotte s'interroge sur la vision européenne en matière d'alimentation et aux échanges commerciaux avec des partenaires qui ne partagent pas le même curseur environnemental et dont les importations massives avec des courtes très faibles insécurisent nos productions, qu'elles soient bio ou autres. Comment protéger les agriculteurs, comment assurer une viabilité économique aux agriculteurs dans ce contexte. Donc à la fois vis-à-vis de l'extérieur et aussi comment améliorer la place des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ce qui est aussi prévu dans la stratégie Farm to Fork, mais concrètement, comment cela peut se traduire. Donc, une question plus par rapport au positionnement mondial et une question sur la place des agriculteurs dans
la valeur ajoutée de la chaîne alimentaire. Monsieur le directeur. Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, parmi les agriculteurs, le volet international est un des volets qui est le plus critiqué et observé avec inquiétude en fait. Et si vous regardez la Farm to Fork Strategy, elle adresse le promouvoir la transition mondiale, mais elle adresse aussi la question du rôle de l'agriculteur dans la chaîne de valeur sur le plan européen. Sur le plan international, la communication dit que la politique commerciale de l'Union européenne devrait contribuer à renforcer la coopération avec les pays tiers et à obtenir des engagements ambitieux de leur part dans des domaines clés tels que le bien-être des animaux, l'utilisation des pesticides et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Dans ce contexte aussi, le souci que des produits de pays tiers qui ne correspondent pas au cadre réglementaire européen et ainsi ont des avantages compétitifs est adressé parce qu'il est la Farm to Fork Strategy dit très clairement les denrées alimentaires importées doivent continuer à être conformes aux règlements et aux normes applicables de l'Union européenne et la Commission tiendra compte des aspects environnementaux lors de l'évaluation des demandes de tolérance à l'importation pour des pesticides et autres choses en conformité avec les règles de la WTO. C'est-à-dire, le problème, il est reconnu et on va l'adresser. Effectivement, et ça me mène sur le plan européen, la question de la corona, il a quand même mis en avant une question qui nous occupe tous, et pas seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans d'autres secteurs industriels, technologiques. C'est la question de la souveraineté dans toutes ses formes, souveraineté alimentaire, souveraineté technologique. Et évidemment, on est en train de réfléchir sur l'architecture de notre monde. Mais effectivement, ce qu'il est vrai quand même aussi, qu'il faut se poser si on peut regarder le secteur agricole séparé du reste. Et même dans le secteur agricole, nos pays sont souvent des exportateurs très, prônés de succès quant à leur exportation. Évidemment, le commerce international, dans ce sens, est quelque chose qui a quand même contribué aussi au bien-être européen, mais aussi en partie mondial, en fait. C'est-à-dire, il faut bien reconsidérer comment on va recalibrer les questions. Et ça me mène sur le plan européen et le rôle des agriculteurs. Parce que ce qu'on a vu aussi dans le contexte de la corona, c'est le débat sur la souveraineté alimentaire qui est souvent considéré quand même dans un contexte national. Et si vous regardez, et ça c'est quand même une question de fond, si vous regardez le traité, c'est le rôle de l'Europe. Le rôle de l'Europe, c'est d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements. C'est l'Europe. Alors, quel débat on veut mener dans l'avenir, en fait? Et à mon avis, ce qui montre la crise, effectivement, il y a aussi un rôle très important pour des chaînes de valorisation régionale. Et la France a très bien montré comme ce peut être important pour le rôle des agriculteurs, mais aussi pour le revenu des agriculteurs. Mais moi, si vous voulez, personnellement, je refuse un débat qui est blanc et noir. À mon avis, tous ces niveaux d'inter-échange sur le plan régional, sur le plan de nos États membres, sur le plan mondial, sont légitimes. La question est la bonne balance, le bon équilibre entre tous ces éléments.
L'autre jour, je suis tombé sur un article qui est publié dans Nature et qui s'intéresse, je peux donner la référence, qui dit que seulement 11 à 28% de la population globale peut satisfaire ses besoins nutritionnels, alimentaires, dans un radius de 100 km. Il ne faut quand même pas oublier ces éléments-là, c'est-à-dire le commerce, l'inter-échange reste quand même une question importante pour nos sociétés. On ne vous entend pas? Merci beaucoup. Je vais demander à Jérémy de Serle de réagir, mais on va devoir peut-être raccourcir le temps des réponses mutuelles si on veut traiter les dernières questions qui nous restent avant la fin de notre webinaire. Je vais essayer d'être court. Par rapport à la stratégie de la ferme à la table, on doit, dans cette stratégie et dans cette vision, essayer de répondre au mieux aux attentes, encore une fois, du consommateur et de la société. Pour que ça marche, on l'a dit, comme toute politique, il faut des moyens. On l'a dit aussi, il faut du pragmatisme et il faut de la cohérence. Et sur le volet commerce international, je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le comportement de la Commission. Si on veut continuer à monter en puissance dans les pratiques agricoles en Europe, il faut absolument nous donner les moyens d'appliquer les mêmes contraintes aux produits qu'on importe. Voilà. Et donc, du coup, ça nécessite aussi qu'on repense la politique commerciale. Et je fais un petit clin d'œil à mon ancienne maison, les jeunes agriculteurs, qui défendaient l'Organisation mondiale de l'agriculture pour, en quelque sorte, sortir l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce. Et ben moi, je demande aujourd'hui, et pareil, ça surprendra pas grand monde dans ceux qui me connaissent, que l'on puisse traiter les questions agricoles et alimentaires dans le libre-échange dans un cadre dédié. Encore une fois, on ne peut pas continuer d'échanger des portes de voiture contre des kilos de viande ou des kilos de céréales. Donc, changeons un peu de paradigme, ne mettons pas le libre-échange non plus à la poubelle, c'est pas du tout le sujet, il faut qu'on continue à s'exprimer dans ce contexte-là, mais quand en pleine crise Covid, la Commission, à juste titre, nous dit que les moyens sont insuffisants pour stocker un certain nombre de produits ou pour mettre en place des mesures de stockage et que de l'autre côté, on accélère un certain nombre de négociations sur des produits agricoles avec des pays comme la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays, ça donne des mauvais signaux. Et que voulez-vous derrière que des jeunes agriculteurs ou des jeunes attirés par le métier ils comprennent quelque chose et l'agriculteur qui est dans sa cour de ferme, quand il voit ces agissements-là, eh ben ma foi, il se pose beaucoup de questions quant à la cohérence politique. Donc je crois que pendant des périodes comme on vit aujourd'hui, nous devons voilà, avoir un peu de décence sur ces choses-là et on ne peut pas fièrement afficher des négociations commerciales quand on dit, enfin des négociations commerciales qui impactent un secteur, quand on dit à ce même secteur qu'on manque de financement pour stocker un certain nombre de ces produits et essayer d'écouler une partie du marché. Donc voilà, retrouvons un peu de cohérence dans tout ça, c'est le message que je fais passer, mais je crois que voilà, le directeur général qui est en face de nous sait très bien et connaît très bien ces sujets-là et c'est peut-être avec lui qu'on doit aussi convaincre et mieux réexpliquer aux collègues que l'Europe n'est pas appréciée quand elle se comporte comme ça. Et c'est dommage parce que les agriculteurs savent combien ils doivent à l'Europe aussi et il ne faut pas trop entacher ce tableau. Voilà. Merci Jérémy. Et l'ancienne maison est présente avec nous puisque le nouveau président des jeunes agriculteurs France, Samuel, assiste à ce webinaire et souligne
salue l'objectif de la Commission d'assurer le renouvellement des générations, mais il souhaiterait que le budget soit doublé pour parvenir à cet enjeu démographique. J'avais aussi une autre question qui était arrivée avant, alors qui va appeler une réponse plus courte, je pense, mais c'était l'inquiétude, notamment là du CERPAM, au niveau des espaces pastoraux Alpes méditerranéens, mais que nous partageons aussi sur les Pyrénées, sur la reconnaissance des surfaces pastorales, notamment ligneuses, qui peinent à être reconnues comme surfaces éligibles alors qu'elles permettent le maintien de l'élevage en zone de montagne et participent aussi à la lutte contre la préservation de la biodiversité, la lutte contre certains risques naturels comme les incendies, et souligne donc aussi ce décalage entre une volonté de verdissement de la nouvelle PAC et la remise en question de certaines mesures du deuxième pilier. Donc, sur ce débat sur un recul sur la reconnaissance de certaines surfaces et sur les mesures notamment agro-environnementales et climatiques qui sont sur le deuxième pilier ou l'ICHN, est-ce que vous pouvez nous rassurer, Monsieur le directeur? Merci beaucoup, Madame Bergès. Si vous voulez, ma socialisation s'est faite en agriculture de montagne. Et une des raisons pour aller en Europe et pour joindre l'agriculture, c'est l'agriculture en montagne. J'ai vu ça de mes propres yeux. Tous mes oncles étaient agriculteurs, fermiers dans les montagnes. Et à un moment donné, je suis devenu le directeur pour l'audit de la dépense agricole. Et j'ai vu tous ces rapports d'audit que les États membres soutiennent des terres inéligibles. Et après, j'ai demandé à mes collègues de me montrer ces terres inéligibles. Et j'ai dit, mais c'est parfaitement des terres éligibles. Il y a des animaux qui peuvent brouter, malgré le fait qu'il y a certains arbres qui se promènent dans la nature. Et j'arrête là. Mais l'avantage de la nouvelle politique agricole, de la nouvelle delivery model, c'est exactement que c'est aux États membres qui décident quelle terre agricole ils considèrent, tenu compte de la durabilité économique, sociale et écologique, ils veulent soutenir. Et ça, je considère vraiment comme une avancée majeure, parce que l'Europe ne doit plus décider en ses granularités s'il y a 3 roses des arbres, si encore éligible ou pas éligible. Ça, c'est le rôle des États membres. Et c'est pour ça que je suis heureux que les collègues ici, quand ils ont préparé, ils ont fait comme ça. Et évidemment, le seul bémol, c'est que plus qu'on élargit les terres agricoles dans un État membre, puisqu'on a des budgets plafonnés, ça réduit les moyennes qu'on peut payer par hectare agricole. Mais sur le fond, moi, je trouve que c'est aux États membres qui doivent tenir compte de leurs spécificités pour déterminer qu'est-ce qu'ils veulent subventionner, ce qu'ils veulent aider. Je vous entends et j'apprécie vos propos. La difficulté, c'est qu'il faut que ça redescende jusqu'au terrain, que ça se traduise aussi au niveau des organismes de contrôle qui sont parfois plus royalistes que le roi. Et je pense que lors de certains contrôles, on pourra s'appuyer sur vos propos. Jérémy, une réaction. Enfin, je vais tout à fait dans le sens du directeur général et je vais tout à fait dans votre sens aussi, Claire. Tant que la politique agricole commune et tant que l'Europe sera encore là pour définir une politique où on doit savoir s'il vaut mieux de l'ICHN, une prime à la vache, une prime à la brebis, une prime à je ne sais pas quoi, tant que c'est encore au niveau européen que se décide ça, eh ben forcément les organismes de contrôle décideront de compter, enfin
n'auront pas le choix que d'aller compter le nombre de pierres, le nombre de moutons, le nombre de ci, et donc on arrive vers un truc qui est pas forcément conforme. Par contre, malheureusement pour l'instant, dans la mesure où la politique agricole commune ne s'est pas fixée 4-5 objectifs ou même peut-être un peu moins, mais un peu globaux, eh ben on continue sur une politique très complexe où on essaye de satisfaire à peu près tout le monde avec des mesures spécifiques au niveau européen, alors qu'elles devraient être spécifiques au niveau des États membres, voire même d'échelons encore plus locaux comme les régions ou peut-être même des zones à redéterminer. Et donc, on a le devoir, encore pour cette politique-là, pour cette prochaine réforme, malgré tout, de clarifier les choses sur des questions autour de l'ICHN, des zones pastorales, et puis encore aussi de clarifier les choses sur, par exemple, les 10% de surface non cultivée qui ont été évoquées dans la stratégie Biodive et Farm to Fork. Voilà, donc là-dessus, si on définit des règles comme ça au niveau européen, si on continue à pas donner notre avis, mais en tout cas donner des orientations chiffrées comme ça, et ben effectivement que c'est plus dur à mettre en place après par les États membres parce que ça correspond pas toujours aux spécificités. Comme tout à l'heure je disais que la politique agricole commune ne doit pas constituer le revenu, mais elle doit permettre qu'il existe. Eh bien, pareil, la politique agricole commune ne doit pas définir une règle spécifique dans un territoire, elle doit définir une règle globale, un cadre global. C'est le cas, par exemple, et c'est ce qu'on devra trouver, et si les jeunes agriculteurs sont là, ils seront aussi, bien évidemment, en phase avec moi, l'Europe doit donner un cadre qui permet de mettre des dispositifs d'installation, d'accompagnement des jeunes, d'accompagnement aussi des moins jeunes qui partent à la retraite, pour relever le défi du renouvellement des générations. Mais on doit pas forcément avoir quelque chose de spécifique au niveau européen. L'Europe donne le cadre et les États membres ou les autres échelons un peu plus locaux définissent la stratégie pour que ce cadre soit efficace et que les objectifs soient remplis. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais l'Europe devra, encore une fois, trouver les mesures qui permettent à ces zones-là un petit peu particulières quand même à continuer de vivre. Merci beaucoup. Ben, nous arrivons à la conclusion de notre webinaire. Des questions sont arrivées encore en cours sur notamment l'utilisation du plan de relance et des 15 milliards sur le deuxième pilier qui ont été proposés, ou sur le calendrier et la durée de la période de transition. On sait qu'il y aura une année de transition en 2021. Certains même appellent à une deuxième année de transition, mais en même temps, s'il y a un abondement du deuxième pilier par ce plan de relance, quoi. Donc là, on n'aura peut-être pas toutes les réponses à apporter aux participants qui assistent à ce webinaire. En plus, on est dans l'attente aussi des décisions du Conseil de la fin de semaine prochaine. Mais je vous laisserai peut-être conclure, monsieur le directeur et monsieur le député, par deux mots, deux espoirs. Et puis peut-être on refera un webinaire quand on y verra plus clair. Merci beaucoup. Moi, je termine avec un très grand remerciement à tous ceux et ceux qui nous ont écoutés pour leur intérêt. Je voudrais remercier la représentation de la Commission européenne en France, M. Baudru, pour l'organisation de cet événement ensemble avec vous. Madame Vergès, vous êtes très professionnelle et merci beaucoup à tous et à toutes. Jérémy? Bah écoutez, merci aussi. Je m'associe au remerciement du directeur général et je le remercie aussi pour sa franchise et puis pour ses explications claires sur la prochaine politique agricole commune. Je passe un petit message sur les 15 milliards qui ont été évoqués. Ce serait indécent que cet argent-là ne puisse pas être utilisé avant 2023. Donc je vous garantis que l'on va se battre pour que les agriculteurs, le secteur agricole,
puissent bénéficier d'une manière ou d'une autre clairement du plan de relance et donc aussi de cet argent. Il en va aussi de la vitalité de notre territoire, parce que c'est aussi le milieu rural qui est en question, pas que les agriculteurs, mais nous devons trouver les moyens de ne pas arriver trop tard. Et donc, si cet argent-là est prévu d'être disponible, il faut qu'il le soit tout de suite. Donc, on travaillera à ça, bien évidemment. Et puis, moi, je crois que l'agriculture a prouvé, la société s'en est plus que rendu compte, qu'elle était là pour répondre aux enjeux de demain. Je pense que l'Europe et les citoyens européens vont continuer de faire confiance à leur agriculture. Il faut maintenant que les décideurs que nous sommes soient conscients que, encore une fois, je le redis, que l'équilibre soit le meilleur possible entre les capacités que les secteurs ont aujourd'hui et auront demain et les exigences que la société se met en face d'elle. Donc voilà, faisons attention à tout ça dans un objectif assez clair, et je terminerai là-dessus, de faire en sorte de donner aux concitoyens européens le nombre de paysans nécessaires pour les nourrir convenablement, avec des paysans qui seront là pour continuer de produire une alimentation saine, avec une sérénité aussi sur leur exploitation agricole. Donc voilà, ça voudra dire qu'il faudra que la politique du renouvellement des générations dans les prochaines années soit une des réussites de l'Europe. Voilà, merci à vous. Merci à vous tous. Merci à la Commission européenne en France pour l'organisation de ce webinaire, auquel je joins aussi le Bureau du Parlement européen en France, qui était partenaire et qui a rediffusé aussi ce débat, et nos collègues des centres Europe Direct qui ont aussi transmis sur Facebook ce webinaire. Merci pour cet échange, en effet, très franc, direct, concret, et j'espère à bientôt pour d'autres échanges. Au revoir à tous. Merci, au revoir.